Pourquoi quitter un évitant ressemble-t-il moins à la fin d'une relation qu'à l'arrachement d'une partie de votre propre identité? Ce n'est pas la douleur habituelle d'une rupture. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui touche au cœur même de qui vous pensez être. La difficulté de partir ne les concerne pas vraiment. Elle concerne ce mécanisme invisible en vous qui ne cesse de murmurer « encore un peu de temps, encore un peu d'effort, et tout va changer ». Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Le lien qui vous maintient attaché n'est pas construit sur leur amour ou leur engagement. Il est entièrement bâti sur votre propre investissement acharné dans ce qu'il pourrait devenir. Vous ne vous accrochez pas à une personne, vous vous accrochez à un potentiel, à un espoir, à l'illusion que votre sacrifice sera finalement récompensé par la connexion pour laquelle vous vous battez depuis le début. Et chaque jour où vous restez, vous ne restez pas simplement avec eux. Vous choisissez activement de croire que votre valeur dépend du fait de faire enfin fonctionner cette dynamique impossible. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 3 étapes psychologiques nécessaires pour rompre complètement ce lien, en vous assurant que lorsque vous partirez, vous emporterez votre estime de soi parfaitement intacte. En réalité, vous emporterez davantage que ce avec quoi vous êtes arrivé, car le processus de quitter un évitant, lorsqu'il est correctement mené, n'est pas un acte de perte. C'est un acte de profonde reconquête de soi. Si vous êtes épuisé par ce cycle où vous donnez plus que vous ne recevez, si vous êtes prêt à cesser de sacrifier votre paix pour le confort de quelqu'un d'autre avec la distance, restez avec moi. Voici votre feuille de route vers une rupture intérieure nette qui non seulement préserve votre estime de soi, mais l'amplifie véritablement. Permettez-moi de commencer par expliquer ce qu'est réellement ce lien, car tant que vous n'en comprendrez pas la vraie nature, vous ne pourrez pas le briser efficacement. La connexion que vous avez avec un évitant fonctionne de manière fondamentalement différente des autres relations. Les liens traditionnels se construisent sur une disponibilité constante, un investissement mutuel et une attention réciproque. Ces liens procurent un sentiment de stabilité parce que les 2 personnes travaillent à maintenir la connexion. Mais le lien avec un évitant est construit sur toute autre chose. Il est construit sur l'incohérence. Il se nourrit du schéma imprévisible de proximité suivi de distance, de chaleur suivi de froideur, d'engagement suivi de retrait. Votre système nerveux interprète cette incohérence comme une menace. Lorsque quelqu'un est disponible de manière fiable, votre système émotionnel enregistre la sécurité et le lien se stabilise en un attachement calme et sécurisé. Mais lorsque quelqu'un est disponible de façon imprévisible, proche un instant et disparu le suivant, votre système s'emballe. Il perçoit un fossé qui doit être comblé, une menace qui doit être gérée, un problème qui doit être résolu. Cela déclenche une pulsion intense, presque compulsive, de poursuivre, de réparer, de reconnecter. Le lien devient addictif non pas parce qu'il procure du bien-être, mais parce qu'il crée un sentiment d'urgence. Tout votre système émotionnel s'organise autour de l'objectif de les faire rester proches, de les faire enfin s'engager, de les empêcher de prendre leur distance. Ce que vous vivez n'est pas de l'amour au sens traditionnel. C'est votre système nerveux qui tente désespérément de se réguler en contrôlant leur comportement. L'évitant est devenu votre régulateur externe. Quand ils sont proches, vous vous sentez calme. Quand ils s'éloignent, vous paniquez. Et cette panique alimente la poursuite, ce qui les rapproche temporairement, ce qui vous calme temporairement, ce qui déclenche ensuite leur besoin de distance, ce qui déclenche à nouveau votre panique. Voilà le cycle, voilà le lien. Et cela n'a absolument rien à voir avec votre légitimité à être aimé. Comprendre cela est le fondement de tout ce qui suit. Vous n'êtes pas faible de peiner à partir. Vous n'êtes pas stupide d'être resté trop longtemps. Vous êtes pris dans un schéma psychologique qui opère en dessous du niveau du choix conscient. Votre système nerveux croit que si vous parvenez simplement à les faire rester, vous vous sentirez enfin en sécurité. Mais cette sécurité ne viendra jamais d'eux. Elle ne peut venir que de vous apprenant à réguler votre propre état émotionnel indépendamment de leur présence ou de leur absence. Alors comment rompre ce lien sans fracasser votre sens de soi dans le processus? La réponse réside dans 3 étapes distinctes, chacune s'appuyant sur la précédente, chacune vous rapprochant d'une liberté authentique. La première étape est ce que j'appelle la reconnaissance du véritable coup,
C'est là que la plupart des gens restent coincés parce qu'ils examinent les mauvais indicateurs, ils comptent les mois ou les années investis, ils recensent les bons moments et les soupèsent face aux mauvais. Ils tentent de faire une analyse coût-bénéfice comme s'il s'agissait d'une décision commerciale. Mais le véritable coût de rester dans une dynamique évitante ne se mesure pas en temps. Il se mesure dans les opportunités de connexion authentique et de croissance personnelle que vous avez sacrifiées pendant que vous étiez occupé à poursuivre quelqu'un qui fuyait. La dynamique évitante crée ce que j'appelle la stase émotionnelle. Votre vie semble figée sur place, perpétuellement en pause, attendant leur prochain mouvement. Vous ne pouvez pas vous engager pleinement dans vos propres objectifs parce que vous gardez toujours de la place pour qu'ils se manifestent enfin. Vous ne pouvez pas vous ouvrir à d'autres relations parce que vous espérez toujours que celle-ci se transformera en ce dont vous avez besoin. Vous ne pouvez pas avancer parce que vous êtes coincé dans une boucle sans fin d'espoir et de déception, d'investissement et de retrait, de dons et de réception, de rien de durable en retour. Cette stase est le véritable coût. C'est la version de votre vie que vous ne vivez pas parce que vous êtes trop occupé à essayer de mériter l'amour de quelqu'un qui a clairement montré, par son schéma comportemental constant, qu'il n'est pas capable de vous donner ce dont vous avez besoin. Remarquez que je n'ai pas dit qu'ils ne veulent pas vous donner ce dont vous avez besoin. J'ai dit qu'ils ne sont pas capables. C'est une distinction cruciale. Votre valeur n'est pas en procès ici, c'est leur capacité qui est le facteur limitant, et aucune quantité de vos efforts, de votre compréhension, de votre patience ou de votre sacrifice ne changera cette réalité fondamentale. Pour véritablement reconnaître le coût, vous devez être brutalement honnête avec vous-même. Je veux que vous pensiez à l'énergie mentale et émotionnelle que vous avez dépensée pour cette personne. Comptez les heures que vous avez passées à analyser leur comportement, à essayer de décoder leurs signaux contradictoires, à vous demander ce que vous aviez fait de mal, à chercher comment les aborder sans déclencher leur retrait. Pensez aux conversations que vous avez eues avec des amis, où vous avez disséqué chaque message, chaque interaction, chaque petit changement dans leur comportement. Pensez aux nuits où vous n'avez pas pu dormir parce que vous rejouiez des disputes ou imaginiez des scénarios où ils vous comprenaient enfin. Maintenant, imaginez toute cette énergie, toutes ces heures, toute cette concentration intense et cette puissance analytique dirigées ailleurs. Imaginez-la, investie dans votre carrière, votre santé, vos projets créatifs, vos amitiés avec des personnes qui se montrent réellement présentes pour vous de manière constante. Imaginez la vie que vous pourriez construire si vous ne dépensiez pas vos ressources à essayer de résoudre l'énigme insoluble de faire s'engager une personne évitante. Voilà le véritable coût. Pas le temps que vous avez passé avec eux, mais la vie que vous n'avez pas construite parce que vous étiez trop épuisé, trop distrait, trop exténué émotionnellement pour investir en vous-même. Voici un outil pratique qui rend cette reconnaissance viscérale et indéniable. Créez ce que j'appelle un registre de réciprocité. Cela peut être mental ou vous pouvez réellement l'écrire, mais l'acte de documenter est puissant. D'un côté, listez tous les efforts que vous avez faits dans cette relation, chaque message que vous avez initié, chaque projet que vous avez suggéré, chaque besoin émotionnel que vous avez mis de côté pour accommoder leur malaise, chaque fois où vous êtes resté calme alors que vous vouliez exprimer votre blessure, chaque compromis que vous avez fait, chaque conversation que vous avez navigué prudemment pour éviter de déclencher leur retrait, chaque moment où vous vous êtes manifesté, même quand ils ne le faisaient pas. De l'autre côté, listez leurs efforts. Les fois où ils ont initié la connexion sans que vous les y poussiez. Le soutien émotionnel qu'ils ont offert sans que vous ayez à demander. Les compromis qu'ils ont faits pour répondre à vos besoins. Les fois où ils sont restés présents à travers l'inconfort au lieu de disparaître. Soyez honnête ici. Ne comptez que les actions réelles, pas le potentiel que vous voyez en eux, pas la personne que vous savez qu'ils pourraient être, pas les efforts que vous imaginez qu'ils font intérieurement, juste les actions observables, concrètes, soutenues, qu'ils ont entreprises pour construire cette relation. Regardez ce registre. Le déséquilibre sera frappant. Il ne s'agit pas de blâme. Il s'agit de reconnaître que vous maintenez un lien presque entièrement par votre propre effort et que cet effort vous draine de l'énergie dont vous avez besoin pour construire une vie qui vous nourrit véritablement. Le lien n'est pas un atout, c'est un passif,
et reconnaître cette vérité est la première étape critique vers sa rupture. Mais la reconnaissance seule ne suffit pas. Savoir que vous devriez partir et être réellement capable de partir sont deux choses entièrement différentes. C'est là que la deuxième étape devient essentielle. J'appelle cela la mise en œuvre de la réciprocité radicale envers soi. Cette étape consiste à rediriger toute l'énergie que vous avez versée en eux vers vous-même. Chaque impulsion de leur envoyer un message, de vérifier leurs réseaux sociaux, d'analyser leurs dernières communications, de deviner ce qu'ils pensent, de planifier votre prochaine interaction. Chacune de ces impulsions doit être interceptée et consciemment réorientée vers une action centrée sur soi. C'est l'étape la plus difficile car elle exige un effort quotidien soutenu précisément au moment où vous vous sentez le plus épuisé. Mais c'est aussi là que se produit la véritable transformation. Vous avez utilisé l'évitant comme votre régulateur émotionnel externe. Quand ils sont proches, vous vous sentez bien. Quand ils prennent leur distance, vous vous effondrez. Votre état émotionnel est devenu entièrement dépendant de leur comportement, que vous ne pouvez pas contrôler. La réciprocité radicale envers soi consiste à construire un système de régulation interne qui fonctionne indépendamment de leur présence ou absence. Voici à quoi cela ressemble en pratique. Disons que vous êtes frappé par l'envie écrasante de les contacter. Vous voulez envoyer un message, appeler, créer une raison de contact. Votre système nerveux vous crie de combler l'écart, de rétablir la connexion, d'apaiser l'anxiété de leur distance. Dans l'ancien schéma, vous auriez agi sur cette impulsion immédiatement. Mais maintenant, vous faites une pause. Vous reconnaissez l'impulsion sans jugement. Vous vous dites « Je ressens le besoin de me connecter parce que c'est mon schéma familier. Mais je choisis une réponse différente. » Ensuite, vous prenez l'énergie que vous auriez dépensée sur ce message et vous la redirigez. Si vous auriez passé 20 minutes à élaborer le message parfait, puis 40 minutes supplémentaires à attendre anxieusement une réponse et à analyser cette réponse quand elle arrivait, cela fait 1 heure d'énergie concentrée. Vous prenez cette heure et vous l'investissez en vous-même. Vous allez courir. Vous appelez un ami qui réciprocité réellement votre attention. Vous travaillez sur un projet qui compte pour vous. Vous lisez un livre. Vous vous préparez un vrai bon repas. Vous faites n'importe quoi qui démontre activement à vous-même que votre énergie a de la valeur et mérite d'être investie dans des sources qui vous nourrissent réellement plutôt que de vous épuiser. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire. Vous réentraînez votre système nerveux à trouver la régulation par l'auto-soin plutôt que par la validation externe. Vous vous prouvez par l'action répétée que vous pouvez vous sentir calme, centré et bien même lorsque l'évitant est distant. Vous construisez des preuves qui contredisent l'histoire que votre système nerveux vous racontait, l'histoire qui disait que vous avez besoin d'eux pour aller bien. Cette étape nécessite également ce que j'appelle l'intégrité des limites, et c'est là que la plupart des gens vacillent, parce qu'au moment où vous commencez à prendre du recul, au moment où vous cessez de poursuivre, l'évitant réagira presque certainement, c'est prévisible. Ils sentiront le changement dans la dynamique, ils percevront l'espace que vous créez. Et parce que cet espace menace leur position confortable d'être poursuivis sans avoir à s'engager, ils feront un geste pour combler l'écart. Ils montreront soudainement plus d'intérêt. Ils enverront des messages plus fréquemment. Ils suggéreront des projets. Ils pourraient même avoir une conversation vulnérable ou faire des promesses de changement. C'est le moment le plus dangereux de tout le processus de rupture du lien. Parce que c'est exactement ce que vous avez attendu. Cela ressemble à une validation. Cela ressemble à la preuve que si vous tenez juste un peu plus longtemps, ils deviendront enfin la personne dont vous avez besoin. Mais voici ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas un changement, c'est la dynamique qui se réaffirme. Ils ne se manifestent pas parce qu'ils se sont transformés. Ils se manifestent parce que vous avez cessé de poursuivre et ce changement dans le schéma familier a déclenché leur propre anxiété. Ils réagissent à la perte de la dynamique confortable, pas à l'engagement dans une nouvelle. L'intégrité des limites signifie que vous évaluez leurs actions sur la base d'un changement comportemental soutenu, pas sur la base de pics temporaires d'attention ou de vagues promesses sur l'avenir. S'ils disent « je suis prêt à parler de notre avenir » ou « j'ai pensé à aller en thérapie » ou « je réalise maintenant ce que je faisais de mal », votre réponse ne peut pas être basée sur l'espoir, elle doit être basée sur des preuves. Vous dites, soit à vous-même, soit à eux, « Je suis content que vous ayez ces prises de conscience. »
Lorsque vous aurez pris des mesures concrètes et soutenues pour traiter ces schémas, nous pourrons revisiter cette conversation, mais les mots sans action ne suffisent plus. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'autopréservation. Parce que si vous vous réengagez sur la base de leurs mots plutôt que de leurs changements démontrés, vous vous retrouverez exactement dans le même cycle. Ils se sentiront à nouveau en sécurité une fois que vous aurez cessé de prendre vos distances, leur malaise s'atténuera et ils retourneront à leur schéma évitant et vous aurez perdu tout le progrès que vous aviez fait. L'intégrité des limites signifie que vous protégez le terrain que vous avez gagné. Vous ne le rendez pas gratuitement. La troisième et dernière étape est l'intégration du nouveau récit. Jusqu'à présent, que vous l'ayez consciemment réalisé ou non, vous avez fonctionné selon un récit qui dit « Je mérite l'amour si je peux obtenir l'engagement de l'évitant ». Votre estime de soi a été enchevêtrée avec l'issue de cette relation. Chaque fois qu'ils prenaient leur distance, cela semblait être une preuve que vous n'étiez pas assez. Chaque fois que vous échouiez à les faire rester proches, cela ressemblait à un échec personnel. Ce récit est ce qui rendait le lien si difficile à briser, parce que partir ressemblait à admettre la défaite, à confirmer que vous n'étiez finalement pas digne. Le nouveau récit que vous devez intégrer est celui-ci. J'ai une valeur inhérente qui existe complètement indépendamment du fait qu'une personne particulière la reconnaisse. Je choisirai des relations qui reflètent activement ma valeur plutôt que des relations qui m'obligent à la prouver. Ce n'est pas simplement un changement mental, c'est une réorientation complète de la façon dont vous abordez la connexion. Votre valeur n'est plus l'objectif que vous essayez d'atteindre à travers la relation. Votre valeur est le filtre à travers lequel vous évaluez si la relation mérite votre investissement continu. Cela signifie que toute dynamique vous obligeant à poursuivre, à sacrifier votre paix, à diminuer vos besoins, à accepter l'incohérence, à mendier une réciprocité de base est immédiatement et résolument filtrée. Non pas parce que l'autre personne est mauvaise, mais parce que la dynamique ne correspond pas à votre valeur. Vous n'essayez plus de gagner une place dans la vie de quelqu'un. Vous évaluez s'ils ont gagné une place dans la vôtre. Intégrer ce récit nécessite de la pratique, surtout dans les moments où l'ancienne anxiété refait surface. Vous aurez des moments où vous ressentirez l'attraction de l'ancien lien, où vous questionnerez si vous avez fait le bon choix, où vous vous demanderez si vous auriez dû essayer davantage. Quand ces moments arrivent, et ils arriveront, vous utilisez ce que j'appelle la vérification des faits émotionnels. Vous faites une pause et vous séparez le sentiment de la réalité. Vous vous demandez, ce sentiment est-il basé sur des preuves actuelles, ou est-ce un écho de l'ancien schéma? L'ancien schéma vous a entraîné à interpréter leur distance comme un rejet, comme une preuve de votre inadéquation. Mais la réalité est que leur distance est simplement leur schéma évitant qui se déroule exactement comme il l'a toujours fait. Cela n'a rien à voir avec votre valeur. Lorsque vous ressentez cette poussée d'ancienne anxiété, vous vérifiez les faits. Vous vous rappelez que leur comportement est cohérent avec leur style d'attachement, pas avec votre valeur. Vous reconnaissez le sentiment sans le laisser dicter votre action. Vous dites « Je me sens anxieux parce que c'est familier, mais je connais la vérité. Ma valeur n'est pas déterminée par leur capacité de connexion. » Avec le temps, avec la vérification répétée des faits, le nouveau récit devient automatique. Vous cessez d'interpréter leur distance comme une déclaration sur vous. Vous commencez à la voir clairement pour ce qu'elle est, leurs limitations, leurs schémas, leurs luttes. Et une fois que vous la voyez de cette façon, le lien perd son pouvoir. Parce que le lien n'a jamais vraiment été à propos d'eux. Il était à propos de l'histoire que vous vous racontiez sur ce que leur rejet signifiait. Quand cette histoire change, quand votre valeur n'est plus en procès, le lien se dissout simplement. Permettez-moi d'aborder quelque chose que presque tout le monde vit pendant ce processus, mais dont on parle rarement. La culpabilité. Lorsque vous commencez à prendre du recul, lorsque vous mettez en place des limites, lorsque vous redirigez votre énergie loin de l'évitant et vers vous-même, vous vous sentirez probablement coupable. Vous aurez l'impression de les abandonner. Vous aurez l'impression d'être égoïste. Vous aurez l'impression que si vous étiez juste plus patient, plus compréhensif, plus compatissant, il pourrait guérir et la relation pourrait fonctionner. Cette culpabilité est un piège. C'est le dernier mécanisme de défense de l'ancienne dynamique. Parce que si vous vous sentez trop coupable pour partir, vous resterez et le schéma continuera. Alors, permettez-moi d'être clair sur quelque chose.
Choisir votre propre bien-être plutôt que le confort de quelqu'un d'autre n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Vous n'êtes pas responsable de réparer leur attachement évitant. Vous n'êtes pas responsable de rester dans une dynamique qui vous blesse simplement parce que partir pourrait les blesser. Vous n'êtes pas responsable de sacrifier votre paix pour maintenir leur sentiment de sécurité. La compassion n'exige pas l'abandon de soi. Vous pouvez avoir de l'empathie pour leur lutte tout en maintenant la limite que vous méritez des soins réciproques. Vous pouvez leur souhaiter du bien tout en reconnaissant que vous ne pouvez pas être la personne qui les aide à guérir, surtout lorsque le coût d'essayer est votre propre santé émotionnelle. La réciprocité radicale envers soi signifie que vous vous donnez la même compassion, la même patience, la même compréhension que vous avez si librement donnée à eux. Il y a un autre élément qui doit être abordé, et c'est la nature non linéaire de la guérison. Vous ne traverserez pas ces 3 étapes dans une progression nette et ordonnée. Vous aurez des jours où vous vous sentirez fort, clair et certain d'avoir fait le bon choix. Et puis vous aurez des jours où vous vous sentirez faible, confus et convaincu d'avoir fait une terrible erreur. C'est normal, ce n'est pas un échec. C'est simplement ainsi que fonctionne la guérison lorsque vous brisez un lien qui était profondément ancré dans votre système nerveux. Les jours difficiles, lorsque l'attraction de l'ancien lien semble écrasante, lorsque vous êtes tenté de les contacter, lorsque vous commencez à romancer la relation et à oublier pourquoi vous êtes parti, utilisez la technique de l'observateur compatissant. Prenez du recul par rapport à l'intensité de l'émotion et observez-la sans jugement. Ne vous réprimandez pas pour la ressentir. Ne paniquez pas que la ressentir signifie que vous régressez. Remarquez-la simplement. Dites-vous, je vis l'envie de reconnecter parce que c'est le schéma que mon système nerveux connaît. Mais je choisis consciemment un chemin différent, un chemin qui privilégie ma paix. Cette technique vous permet de reconnaître la douleur sans la laisser contrôler vos actions. Vous devenez l'observateur conscient de votre expérience émotionnelle plutôt que la victime impuissante de celle-ci. Vous créez un espace entre le sentiment et l'action, et dans cet espace, vous récupérez votre pouvoir de choisir. Le sentiment passera, l'envie s'estompera, et chaque fois que vous l'observez sans agir dessus, vous affaiblissez l'ancienne voie neuronale et renforcez la nouvelle. Rompre le lien avec un évitant ne consiste pas à gagner une bataille contre eux. Il ne s'agit pas de prouver qu'ils avaient tort ou de leur faire réaliser ce qu'ils ont perdu. Il s'agit de gagner la guerre pour votre propre liberté émotionnelle. Le lien est véritablement rompu, non pas lorsqu'ils disparaissent de votre vie, mais lorsque leur présence ou leur absence n'a plus le pouvoir de déterminer votre état émotionnel. Lorsque vous pouvez voir un message d'eux et vous sentir neutre plutôt qu'anxieux. Lorsque vous pouvez entendre parler d'eux par des amis communs et vous sentir véritablement indifférent. Lorsque vous pouvez vous souvenir de la relation et ressentir de la gratitude pour ce que vous avez appris plutôt que de la douleur pour ce que vous avez perdu. Votre estime de soi est préservée et véritablement amplifiée lorsque vous faites le choix de quitter une dynamique qui exigeait un sacrifice constant et d'entrer dans une vie définie par la réciprocité radicale envers soi et l'intégrité inébranlable des limites. C'est l'acte ultime d'amour de soi. Pas l'amour de soi facile des bains moussants et des affirmations, mais l'amour de soi féroce qui dit « Je ne participerai pas à ma propre diminution même lorsque partir est le choix le plus difficile. » Vous ne rompez pas un lien avec eux. Vous rompez le lien avec la version de vous-même qui croyait que votre valeur était conditionnelle, qui croyait que l'amour exigeait le sacrifice de soi, qui croyait que vous deviez mériter ce qui aurait dû être librement donné. Et en rompant cet ancien lien, vous en formez un nouveau. Un lien avec votre moi authentique, avec votre valeur inhérente, avec votre droit d'être aimé d'une manière qui ne vous demande pas de vous rabaisser, de poursuivre ou de mendier. Ce nouveau lien est incassable. Ce nouveau lien est là où vit votre véritable pouvoir. Et ce lien, contrairement à celui que vous quittez, ne vous demandera jamais de choisir entre la connexion et votre propre bien-être. C'est la liberté que vous avez cherchée. C'est la victoire qui compte vraiment. Si vous vous reconnaissez dans ce schéma, prenez un moment pour réfléchir avant de réagir. Demandez-vous honnêtement, est-ce que je reste parce que cette relation me nourrit ou est-ce que je reste parce que partir ressemble à admettre un échec? Cette distinction change tout. Le lien avec un évitant n'est pas de l'amour,
C'est un schéma qui se nourrit de votre espoir tout en drainant votre paix. Le rompre n'est pas abandonner. C'est enfin vous choisir. Laissez un commentaire partageant où vous en êtes dans ce processus. Êtes-vous dans l'étape de reconnaissance, voyant le véritable coup pour la première fois? Mettez-vous en œuvre la réciprocité radicale envers soi et redirigez-vous votre énergie vers vous-même. Avez-vous intégré le nouveau récit et récupéré votre valeur? Votre perspective aide les autres à voir qu'ils ne sont pas seuls dans cette lutte. Si cela vous a donné de la clarté sur comment rompre le lien sans vous briser vous-même, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de contenu sur la reconquête de votre liberté émotionnelle dans les relations. Merci de votre attention.